Au sommaire de cette édition, Jean-Marie Yaka, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, poursuit ses visites aux entreprises ivoiriennes. Récemment, il était chez le chocolatier C'est Moi. Des tricycles, du matériel de production d'aptécaires et du matériel biomédical. C'est un don fait par le programme de gestion intégrée des aires protégées de Côte d'Ivoire aux riverains du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dalia-Fleur. Ce don vise, entre autres, à améliorer les conditions de vie et de travail des populations riveraines. Et puis le district autonome des montagnes et le programme d'appui aux stratégies sociales PASS ont signé une convention. Elle vise à l'appui au développement du district autonome des montagnes. Dans ce journal, et vous le verrez, Mlan Isaac Levy, jeune homme de 22 ans, a validé sa thèse de doctorat à Abidjan avec les félicitations du jury. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. On démarre avec le patronat du Bénin. Après l'Assemblée générale tenue du 23 au 25 mai 2022 qui a consacré le plébiscite de Cottingan Eustache à la tête du patronat béninois, le nouveau bureau exécutif du CNP Bénin a été installé. Cette cérémonie déroulée le 21 juin à Cotonou a été l'occasion pour le président du patronat béninois de s'engager pour assurer le rayonnement du secteur privé. Retour sur quelques temps forts de cette cérémonie marquée par la participation des membres du gouvernement du Bénin et de plusieurs opérateurs économiques du pays et de la sous-région. En recevant ici son écharpe, le 5e président du Conseil national du patronat bénin entre officiellement dans ses fonctions avec l'ensemble du bureau exécutif et du conseil d'administration. Réélu par ses pairs le 25 mai 2022, Eustache Cottingan est appelé à poursuivre ses réformes à la tête du CNP Bénin. Sa vision est de faire du patronat béninois un instrument de dialogue, de mobilisation des opérateurs économiques et de défense de leurs intérêts en vue de promouvoir une économie nationale prospère et compétitive. Je tiens à vous dire que votre choix m'honore et m'engage. Soyez persuadés que je serai le président de tous pour le même but, celui de mener le combat pour la compétitivité de nos entreprises et la garantie de leur prospérité. Le président du patronat béninois n'occulte pas le contexte économique difficile actuel, marqué par les effets pervers du Covid et l'inflation galopante au niveau national. Au regard de cette situation délétère, le président du CNP Bénin exhorte les chefs d'entreprise à être plus résilients et solidaires afin de surmonter ensemble les difficultés en attendant un retour souhaité à la normale. Le temps est à l'action et au rassemblement en mutualisant les différents talents dont regorge notre organisation. Au cours des 5 années de mon mandat, soyez rassurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. Présent à cette cérémonie d'installation du bureau exécutif du patronat béninois, plusieurs chefs d'entreprise, des responsables des patronats amis et d'institutions internationales, les représentants du corps diplomatique et consulaire et une forte délégation du gouvernement béninois. Nous sommes conscients qu'il y a encore des défis à relever parmi les importants progrès réalisés depuis 2016 pour l'amélioration des affaires. Nous vous invitons à continuer à faire des propositions constructives au gouvernement sur comment améliorer vos activités et vous aider à grandir encore plus. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi pour le patronat béninois. De nombreux défis attendent. Eustache Cottingan et son équipe s'engagent à se mettre résolument au travail pour l'épanouissement du secteur privé au Bénin. Retour à Abidjan. Jean-Marie Yaka, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a effectué une visite de travail dans les locaux du chocolatier C'est Moi, situé dans la zone industrielle d'Abidjan-Yopougon. Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées entreprises effectuées par le patronat ivoirien pour s'imprégner des réalités et échanger avec les responsables de ces entreprises en vue de contribuer à relever les nouveaux défis. Walter Kofi et Marius Siri.
Le champ expérimental de cacao a été le point de départ de la délégation de la CGC au sein de l'usine ivoirienne du chocolatier Semois. Après avoir été instruit sur le processus de fermentation de la fève de cacao, la délégation a marqué un arrêt pour s'imprégner de la rigueur du processus de nettoyage et de filtrage des grains. Ensuite vient l'étape du contrôle qualité, après laquelle intervient la préparation du chocolat et de la pâte à tartiner. Une visite qui pour Jean-Marie Aka, président de la CGC, est un devoir en tant que patronat de connaître les réalités des entreprises industrielles en Côte d'Ivoire, toucher du doigt les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Nous sommes engagés à soutenir l'État dans la mise en œuvre de cette vision de transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Et la meilleure façon de soutenir l'État, pour nous, en tant qu'organisation patronale, c'est de pouvoir transmettre à l'État, je dirais, tous les éléments, les points critiques, les points d'amélioration, les points, je dirais, de mise en œuvre à prendre en compte pour une réussite de cette politique-là. Et en tant qu'organisation patronale, il est donc indispensable pour nous d'être au contact des entreprises pour bien comprendre l'environnement de chacune de ces entreprises dans son secteur d'activité, dans sa filière. C'est ce qui vaut notre visite ce matin à Semois, qui est une parfaite illustration pour nous de cette stratégie de transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation et notamment par la transformation de nos matières premières. La visite s'est terminée par un exposé animé par le directeur général de Semois Côte d'Ivoire qui a salué la présence du patronat ivoirien et exposé les ambitions du groupe ainsi que leurs problématiques rencontrées dans la volonté de vendre le chocolat made in Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Semois s'inscrit complètement dans les ambitions du gouvernement ivoirien, c'est de transformer les matières premières locales et de garder ainsi une bonne partie de la valeur ajoutée. Notre ambition, comme on l'a fait, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est de faire de la terre du cacao une terre de chocolat. Et on ambitionne de vraiment vendre, faire montrer le savoir-faire de la Côte d'Ivoire, donc le cacao Côte d'Ivoire, déjà en Afrique de l'Ouest et ensuite sur toute l'Afrique. Le 7 juin dernier, la CGC a effectué une visite de travail chez l'entreprise Kaira Cosmétiques. Cette série de visites s'inscrit dans la volonté du patronat ivoirien de se rapprocher davantage de ses membres et de recueillir leurs préoccupations. Parlons finances publiques à présent. Dans cette édition, la Fondation Friedrich Ebert a initié du 22 au 24 juin à Abidjan-Cocody un atelier sur la participation des femmes à la gestion des finances publiques. Cet atelier visait à renforcer les capacités des journalistes et blogueurs en matière de gestion des finances publiques afin de promouvoir la participation féminine dans les prises de décision. Cette formation a été organisée dans le cadre du projet Finances publiques, je m'engage. Les explications de Konena Nourgo et Tima Traoré. Journalistes, blogueurs et organisations de la société civile féminine ont pris part à cet atelier de vulgarisation sur les finances publiques. Cet atelier a été initié par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung dans le cadre du projet Finances publiques, je participe. Un projet visant à améliorer la gouvernance des finances publiques et la rendre plus sensible au genre grâce à l'implication de la société civile. Est d'abord un projet de soutien aux organisations de la société civile qui s'occupent des besoins et des soucis des femmes dans la société. En Côte d'Ivoire, il y a assez d'opportunités pour les membres du public, pour les organisations de sa société civile de s'impliquer dans les processus de formulation du budget et des processus d'allocation des ressources. Durant ces 3 jours, ces hommes de médias et organisations de la société civile ont été formés sur le mode d'élaboration du budget national et local,
le cadre juridique d'accès à l'information budgétaire ainsi que les défis liés au genre dans la gestion des finances publiques. Le projet Finances publiques Je participe concerne les villes de Korogo, Daloa, Bondoukou et Abidjan. Financé par l'Union européenne, le projet est mis en œuvre par la Fondation Friedrich Ebert et le RIDEF. La part du RIDEF est la même que celle de la FES. C'est d'apporter un appui technique à la réalisation du projet, former les dames, les aider à mettre en œuvre leurs actions de plaidoyer. Avec le projet Finances publiques Je participe, c'est un concept important à relayer auprès de nos membres des ONG. Le projet Finances publiques Je participe a une durée de 36 mois. Je participe. La Direction générale de l'économie, en liaison avec le PAGEF, entendait projet d'appui à la gestion économique et financière, a organisé la formation de ces cadres le mardi 28 juin 2022 à Abidjan. Il s'agit pour eux de renforcer leurs connaissances sur les techniques de prévision déjà existantes, les initier aux techniques de prévision à court terme et leur fournir des outils solides pour des prévisions à court terme basées sur des comptes trimestriels. Élaborer les prévisions économiques et améliorer les outils macroéconomiques. Tel est le rôle de la Direction de prévision des politiques et des statistiques économiques DPPSE. La macroéconomie étant le pan de l'économie qui cherche à expliciter les relations entre les grands agrégats de l'économie et à prédire leur évolution face à une conjoncture, bonne ou mauvaise comme la Covid. En somme, rendre l'économie moins vulnérable aux crises. Voici toute l'importance de ce séminaire de renforcement des capacités de la Direction générale de l'économie. Ce séminaire est destiné au cadre de la Direction générale de l'économie et porte sur les prévisions à court terme. De quoi s'agit-il? Vous savez que pour gouverner une économie, il faut savoir un peu qu'est-ce que l'avenir nous réserve et comment faire pour anticiper un peu cet avenir-là. C'est ce qu'on appelle les prévisions. Un séminaire qui permettra aux participants de se familiariser avec la prévision économique et surtout macroéconomique pour être dans leurs directions respectives et avec elles une boussole pour les gouvernants. Les résultats, en tout cas, sont fortement attendus par les gouvernants. Parce que, vous savez, pour prendre les décisions de politique économique, il faut avoir la bonne information. Ce séminaire qui durera 5 jours a été ouvert par le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'économie et des finances, M. Vassongo Bamba, et du conseiller technique de la direction générale de l'économie, Mme Adie Geneviève. C'était un reportage de Philippe Zabo et Ismaël Doza. On ouvre à présent une parenthèse agriculture. Un atelier régional sur la gestion durable de la filière palmier à huile s'est tenu le mardi 28 juin à Abidjan. Objectif, partager les expériences des acteurs de la filière et mettre à jour la déclaration de Marrakech afin d'inclure d'autres produits en dehors du palmier à huile. La Côte d'Ivoire a abri depuis ce mardi un atelier régional sur le palmier à huile. Il s'agit de la 7e rencontre initiée par l'Initiative pour l'huile de palme en Afrique. Cette activité, qui enregistre la participation des acteurs de la filière et des différents délégués de 10 pays, représentant plus de 75% des forêts africaines, consiste à partager des expériences et à étendre les mesures de la déclaration de Marrakech portant sur l'agriculture afin d'intégrer d'autres produits. Pour l'Afrique, c'est une initiative importante qui met ensemble des acteurs du gouvernement, du secteur privé et de la société civile qui s'accordent sur des principes pour une production de l'huile de palme assez responsable et durable, qui respecte à la fois les personnes, l'environnement et le climat. Le président de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile a indiqué les mesures prises dans le secteur afin d'éviter le travail des enfants dans les plantations. Aujourd'hui, tous les acheteurs demandent à ce que la production soit tracée. Et au niveau de l'interprofession, nous sommes en train de cartographier toutes les zones de production. On a besoin de l'accompagnement de l'État dans le cadre de la traçabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut éviter que les productions viennent de partout sans savoir dans quelles conditions ça a été créé. Comme vous le savez, actuellement, avec la pression des consommateurs, il y a de plus en plus d'obligations
en matière de traçabilité des produits agricoles et de production sans déforestation. Donc on essaie de s'assurer qu'on ait un partenariat solide avec les producteurs pour faire remonter leurs préoccupations et aussi leur permettre, à travers des incitations, de relever les défis posés par le nouveau marché et les besoins des consommateurs. Pour le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, il s'est agi de féliciter les organisateurs de cette activité avant d'ouvrir les travaux de l'atelier. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses salutations et mes vifs remerciements pour votre présence effective à cet atelier régional portant sur l'initiative africaine pour l'huile de palme de la Tropical Forest Alliance. Rappelons que la Côte d'Ivoire occupe le 7e rang dans le classement mondial des pays producteurs d'huile de palme et le 2e producteur sur le plan africain. Des tricycles, du matériel de production d'Atiéké et du matériel biomédical. C'est le don fait par le programme de gestion intégrée des aires protégées de Côte d'Ivoire aux riverains du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Des dons faits à travers 2 cérémonies, une à Andokwa au pied du parc national du Banco et l'autre à Akwa-Santé dans la commune de Bingerville. Des actions qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie et de travail des populations riveraines. On en sait davantage avec Issa Padini. Ce n'est pas Noël à Akwa-Santé ce samedi 11 juin, mais c'est tout comme. Et pour cause, les habitants de ces villages voisins de la réserve naturelle de Dahlia Fleur reçoivent ce qu'on pourrait appeler le Père Noël si nous étions dans le mois de décembre, qui débarque les bras chargés de cadeaux. Des bassines, une broyeuse, une machine servant à presser le manioc, ainsi que des ustensiles de cuisine. C'est un geste de l'Office ivoirien des parcs et réserves à travers le PROSIAPSI, programme de gestion intégrée des aires protégées, qui souhaite ainsi améliorer les conditions de vie et de travail des populations riveraines et des groupements de femmes bénéficiaires et par la même occasion sensibiliser sur l'importance des aires protégées. Une initiative bien appréciée par les habitants du village. Ce don va améliorer le quotidien de nos femmes parce que vous savez, avant elles avaient des appareils archaïques pour traiter le manioc. Vous dites avec ce don-là, vraiment selon ce que le colonel a expliqué, ça va améliorer un peu le travail des femmes. Vous savez, le travail des manioc est très pénible, ça il faut le dire, c'est très pénible. Nous espérons qu'avec ces dons-là, effectivement, ça va améliorer leur travail. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons veiller à ce que ces dons-là soient utilisés à bon escient. Et c'est aussi ça, quand il fait un don, il faut bien l'utiliser pour que prochainement encore puisse faire d'autres dons. On remercie l'OIPR pour les dons que nous envoyons, les broyeuses, les mamites, on leur remercie. Ça fait des années qu'on ne trouve pas une machine pour piler manioc, ça quitte ailleurs. Grâce à eux, on a trouvé une broyeuse. À l'OIPR, plus précisément à la mesure riveraine pour la conservation des aires protégées, on ne cache pas non plus sa joie d'avoir réussi à équiper les communautés villageoises de matériel agricole et sanitaire capables d'améliorer le quotidien de ceux qui côtoient les 2 poumons verts de la capitale économique ivoirienne. Si les femmes arrivent aujourd'hui à utiliser cette presse, à utiliser la broyeuse, à utiliser tous ces matériels, elles ne vont plus aller dans la réserve naturelle Dahlia Fleur, par exemple, pour chercher du bois de chaux, pour chercher autre chose. Donc c'est ce partenariat-là que l'OIPR veut faire perdurer pour la conservation de la nature. Et on remercie le chef du village d'avoir accepté le don que l'OIPR vient de faire aujourd'hui à travers lui aux femmes du village d'Akwa-Santé. Même joie et ambiance quelques jours plus tôt à Andokwa dans la commune de Yopougon. Là aussi, des dons de la même nature à la satisfaction des communautés villageoises. Merci, effectivement, ça nous va droit au cœur, c'est un honneur pour nous, ainsi que la population qui est très contente, très heureux de recevoir ce don. Et aujourd'hui, le matériel dont nous avons reçu, biomédical, va nous permettre vraiment de véritablement prendre soin de nos populations. Et c'est tout ce que nous avons attendu depuis un bon moment. Et vraiment, nous sommes très heureux de vraiment recevoir ce don-là.
Ok, mais il faut retenir simplement que nous sommes des gestionnaires de forêt, en l'occurrence le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Et nous sommes dans une dynamique de gestion participative avec les populations qui vivent autour de ces deux aires protégées-là. Et donc, dans ce sens, nous avons un certain nombre d'actions en termes de soutien, en termes de promotion, un appui au développement local envers ces populations-là. C'est ce qui explique donc le don que nous venons de faire. Notons que la réserve naturelle de Dahlia-Fleur fait partie du territoire du village Aquasanté. Selon les chefs sectaires, des aménagements peuvent être faits, cependant assure-t-il que la réserve ne sera en aucun cas détruite, faisant allusion à la récente polémique sur le projet hôtelier à Dahlia-Fleur. Tout autre chose à présent, le district autonome des montagnes et le PAS, entendez, programme d'appui aux stratégies sociales, viennent de sceller un partenariat. Cette nouvelle collaboration vise à apporter un appui au développement, mais aussi permettre la localisation des objectifs de développement durable dans le district autonome des montagnes. Konina Norgo et Doumbia Ayuba. C'est parti pour 3 ans de partenariat entre le district autonome des montagnes et le PAS, programme d'appui aux stratégies sociales. Par cette signature de convention de partenariat, le ministre-gouverneur Albert Flendé entend apporter un appui au développement de l'indice de développement humain dans les 3 régions du district des montagnes, et ce, à travers la mise en place de plusieurs projets d'appui dans les différents secteurs d'activité. Alors, cela va se traduire d'abord par les dimensions formation, c'est-à-dire renforcement des capacités, les dimensions appui à la mise en œuvre des politiques de l'État, les politiques des partenaires techniques et financiers, la mise en œuvre des actions des mairies, des conseils régionaux, et pour faire en sorte que les communautés soient associées, puisque tout ça, c'est au bénéfice des communautés, mais il faut que les communautés prennent part, participent à ce qui se fait, s'approprient de ce qui se fait et puis on va avancer. Nous sommes un pôle d'expertise en santé publique, en protection sociale et en développement durable. Donc ça veut dire qu'il y a un premier volet qui concerne des études, l'accompagnement sur les études. Le deuxième volet, c'est un accompagnement sur la localisation des ODD. Vous avez compris tout à l'heure, la question des ODD est une question complexe qui nécessite une approche et un accompagnement en termes d'expertise. Donc le PAS saura mobiliser les expertises nécessaires pour justement accompagner le district autonome des montagnes. Pour les élus locaux, c'est une initiative salutaire qui vient appuyer les actions de développement des différentes communes du district. Ce qu'on attend de ce partenariat, c'est de nous permettre déjà de renforcer nos capacités, de rendre la décentralisation effective sur le terrain, mais également de nous donner les outils de la recherche, n'est-ce pas, de nos différentes ressources. Voilà, c'est ce que nous attendons et nous pensons que nous partons d'ici satisfaits parce qu'effectivement, tout ce qui a été dit, si ça a été mis en œuvre, nous allons trouver les ressources nécessaires pour aller vers le développement de nos villes. Cette signature de convention s'est déroulée en présence des doyens, des élus et cadres des régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi, formant le district autonome des montagnes. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette maxime s'éteignait tout son sens lundi à la faculté de la pharmacie. Et pour cause, un jeune homme de 22 ans, son nom, Mlan Isaac Lévy, a validé sa thèse de doctorat avec les félicitations du jury. Regardez. Mention très honorable avec les félicitations du jury sous les acclamations et les youyou de l'assistance. Eh bien, c'est les Mlan, Claude le père n'est plus le seul docteur en pharmacie. Il y a aussi désormais Isaac Lévy, le fils. À tout juste 22 ans, l'homme n'en a fait qu'une bouchée de sa soutenance de thèse au grand plaisir des privilégiés du jour, au rang desquels Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique. Passé son doctorat donc en pharmacie à 22 ans, c'est très méritant et c'est très honorifique, j'ai envie de dire, pour la famille
pour les parents, mais également pour notre jeunesse. C'est un signal très encourageant pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. En fait, dans un premier temps, il est parti très tôt à l'école. Déjà à 3-4 ans, il était au CP1. Ensuite, sa particularité, lui, c'est que comme il était brillant, ses enseignants ont demandé à ce qu'il puisse faire en une année 2 classes. En 6e promotion des pharmaciens de Côte d'Ivoire, très heureuse d'accueillir en son sein un tout nouveau docteur d'État en pharmacie, au nom de Dr Mlan Isaac Levy. C'est un ami de promotion, nous avons travaillé ensemble depuis Aboboa Djamé et tout. Lorsqu'on lui parle de son jeune âge, le nouveau docteur ne jure cependant que de son Dieu et de ses parents. Je dois dire aussi que j'ai eu des parents vraiment géniaux. J'ai eu des parents qui m'ont aidé, qui m'ont surtout éveillé, qui m'ont guidé. Et voilà, c'est par la grâce de Dieu aussi, ce n'est pas par moi-même, mais c'est par la grâce de Dieu que j'ai aussi vite évolué. Une thèse brillamment soutenue sous le thème « Évaluation du test de diagnostic du paludisme à l'air à Yopougon et à Abobo ». Un test que l'impétrant et son encadrement ne voient que des avantages. Les nouveaux tests de diagnostic sont beaucoup plus intéressants dans les localités où c'est un peu difficile d'accès. C'est-à-dire la goutte épaisse nécessite d'abord un laboratoire, un microscope. Elle nécessite des lames, des lamelles, elle nécessite beaucoup de produits. Alors qu'avec le TDR, avec un minimum de produits, on n'a pas besoin d'électricité. On peut déjà diagnostiquer un paludisme. Donc c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc ça permet d'évoluer dans le temps dans la lutte contre le paludisme. Les tests que nous avons évalués sont de très bonne qualité et permettent de dire en un temps très rapide si le sujet qui présente des signes cliniques tels que la fièvre ou bien des céphalées, tous signes qui font penser au paludisme, est-ce que ce sujet-là porte vraiment les parasites qui donnent le paludisme. Et les parasites, parmi ces parasites, le parasite majeur qui tue d'ailleurs, c'est Plasmodium falciparum. Le paludisme et la recherche, le nouveau docteur ne compte pas les lâcher de sitôt. Sa thèse validée, l'homme veut s'orienter vers la pharmacie industrielle, d'où son désir d'étoffer sa case à diplôme. Dr Isaac Levy est, faut-il le souligner, de la 36e promotion des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Sur le continent africain et en image à présent, l'Afrique de l'Ouest a tiré plus de financement sur le continent entre 2019 et mai 2022. Les startups de cette sous-région ont en effet mobilisé 4,2 milliards au cours de cette période. Ce montant représente 41% de tous les financements levés par l'ensemble des startups en Afrique depuis 2019. Et puis avant de refermer cette édition, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole OPAEP a rendu publique une note qui classe l'Algérie au premier rang du classement arabe des découvertes d'hydrocarbures réalisées au cours du premier trimestre 2022. La performance est liée à 3 découvertes pétrolières réalisées sur le bloc Zemlet Al-Rabi et Old Sidichik 1. Merci, c'est la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur nos plateformes digitales. À bientôt.